Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Vous le savez, c'est la rentrée littéraire et c'est pourquoi nous avons choisi 2 livres remarquables et remarqués, des livres qui ont des points communs, on va le voir. Et tout d'abord parce qu'ils parlent tous deux d'objets. Christophe Boltanski, Les Vies de Jacob, c'est votre livre aux éditions Stock. On voit des photomatons. Vous nous expliquerez dans quelques instants pourquoi il y a des photomatons sur la couverture. Et puis Anne Berest, eh bien, c'est écrit dessus, la carte postale. C'est aux éditions Grasset. Quelle est cette carte postale, Anne Berest, qui vous a fait écrire? C'est une carte postale que ma mère a reçue. C'était au mois de janvier, au milieu des cartes de vœux. Elle s'était glissée là et c'est une carte postale effrayante, mystérieuse, parce qu'elle était anonyme. L'auteur n'avavait pas voulu se signaler. Et il y avait cette liste de prénoms, écrits les uns en dessous des autres, que ma mère a tout de suite reconnus, puisqu'il s'agissait du prénom de ses grands-parents et de son oncle et de sa tante, mais qui étaient morts pendant la guerre, en 1942, à Auschwitz. Et leur nom réapparaissait comme un message de l'au-delà au milieu de notre boîte aux lettres, en 2003, donc c'est-à-dire 60 ans plus tard. Et donc tout de suite on s'est demandé, mais qui peut bien nous envoyer ça et qu'est-ce que cela veut dire? Et puis cette carte postale était étrange parce qu'il y avait plein de petits détails frappants. Par exemple, le timbre était à l'envers. Et en faisant l'enquête, parce que j'ai fait une grande enquête pendant 3 ans, en faisant l'enquête, j'ai découvert que pendant la guerre, mettre un timbre à l'envers avait une signification. La carte postale était étrange aussi. Laquelle? Ah! Eh bien, ça voulait dire, pour les résistants, ne crois pas ce qu'il y a dans la lettre. Ça voulait dire, ce que j'ai écrit est l'inverse de la vérité. Et il y avait au verso l'Opéra Garnier. Et tout cet ensemble-là, voilà, nous a beaucoup perturbés. Donc une énigme de départ et un peu la même chose pour vous, Christophe Boltanski, avec des photomatons. Ils viennent d'où? Ces photomatons, qui est dessus? Alors, ces photomatons sont dans un album trouvé au Puce par un chineur qui va ensuite le vendre à une productrice et qui elle-même donc me contacte au départ pour me demander de peut-être d'imaginer un documentaire ou une fiction à partir de cet album. Et donc je me retrouve avec cet objet qui est une sorte ressemble à un vieux grimoire et qui contient 369 photos. Je les ai comptées, c'est mon côté assez obsessionnel. 369 clichés noirs et blancs d'un même homme prises entre 1970 et 1974. Et cet homme, donc, avec une profusion de photos prises dans un laps de temps relativement court, et cet homme, en plus, sur chacune de ces photos, arbore des postures différentes. Il a parfois une moustache, une barbe, un visage glabre, il est habillé en rocker, en costume cravate, il a sur une de ces photos un uniforme, sur une autre une casquette, on ne sait pas si c'est une casquette d'aviateur. Et donc tout cela est extrêmement intriguant et je vais me retrouver donc avec cet album que je vais examiner pendant des mois en fait. Et à chaque fois que je me replonge dedans, je trouve de nouveaux indices. C'est quelque chose là aussi d'assez mystérieux. Vous trouvez donc ces photomatons, votre productrice vous les donne et vous vous lancez tous deux dans une enquête. Anne Berest, c'est quand même assez déraisonnable sur la foi d'une carte postale comme ça, ou vous décidez d'y aller? La première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir un détective privé. Donc je suis allée chez Duluc Détective, parce que je me Comme dans les films. Comme dans les films de François Truffaut. Et puis, donc ce détective privé m'a donné un peu des outils de travail. Et il m'a donné des pistes. L'autre chose que j'ai faite, j'avais remarqué que l'écriture était bizarre. Comme si elle avait été, comme quelqu'un qui écrirait, un gaucher qui écrirait de la main droite ou inversement, qu'elle avait été dénaturée. Et alors j'ai rencontré un graphologue spécialiste des lettres anonymes, qui sait reconnaître quand une écriture a été changée, pouvoir la comparer, et il fait ça pour les tribunaux de Paris. Et alors ce graphologue, figurez-vous, s'appelait Jésus. Ah. S'appelle Jésus. Et alors je me disais, mais la vie est quand même beaucoup plus invraisemblable
que la fiction. Et alors tous les jours, j'appelais ma mère et je lui disais, écoute maman, j'ai eu des nouvelles de Jésus, il pense que la lettre que tu m'as envoyée ne correspond pas avec l'écriture. Bon, et au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que tout ça, il faudrait le raconter dans un livre. Et à partir de ce moment-là, vous saviez que vous alliez vous lancer dans cette enquête très longue. Qui a duré 3 ans. Et surtout, je ne savais pas, pendant que je faisais l'enquête, si j'allais la résoudre. Un auteur de roman policier, c'est déjà. Vous avez eu des moments de découragement? Ah oui, oui, oui. Un auteur de roman policier, il sait où il va emmener le lecteur. Moi, je ne savais pas. Et je me disais peut-être que j'emmène le lecteur dans une quête qui sera décevante parce qu'il n'y aura pas de résolution. Et donc, je me suis dit, il faut que l'enquête soit passionnante. Parce que même si... Elle l'est, effectivement, mais alors vous l'avez écrit au fil de la pluie. Eh bien oui, au bout d'un moment, quand j'ai pas tout de suite compris que c'était un livre. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut que j'écrive ce que je suis en train de vivre. C'est absolument incroyable. Et donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à écrire. Et donc, je pense que le lecteur est comme moi. C'est-à-dire que comme je ne savais pas la fin, je suis très honnête sur les pistes que je vais employer, les coupables que je pense... voilà, et tout ça est très naïf, puisque je ne sais pas, au bout du compte, si je vais trouver l'auteur. Et puis la vie m'a offert cette chose folle de trouver. Je ne vais pas raconter qui et quoi. Alors vous allez nous en dire quand même un peu plus tout à l'heure. Christophe Boltanski, alors vous aussi, vous tentez d'identifier qui est ce personnage. Et vous aussi, vous avez beaucoup de difficultés pour réussir à savoir qui est ce monsieur. Oui. Alors, comme toujours, parce que cet album est celui d'un inconnu, mais pas d'un anonyme. Il a écrit son nom, même un peu partout. Et donc, sur des étiquettes sur lesquelles il a apposé toutes les adresses où il a séjourné pendant ces années-là. Donc, et c'est un nomade. C'est quelqu'un qui change constamment de rue, de ville, de quartier, de pays. Il est un jour à Rome, un autre à Bâle, à Paris, à Marseille. Et donc, j'ai évidemment googlisé son nom, ce qu'on fait tous aujourd'hui. Ça ne donnait rien, il n'a laissé aucune trace numérique. Et il me restait ses adresses. Des gens, à chaque fois, il séjournait chez des gens. Donc, il y avait aussi les noms des personnes qui l'hébergeaient. Et donc, j'ai voulu le suivre pas à pas. Donc de frapper à toutes les portes des lieux où il était censé avoir habité. Et ça a été extrêmement frustrant parce qu'il ne restait plus rien, mais plus rien. Des adresses, l'immeuble était devenu un parking ou un entrepôt désaffecté. Quand l'immeuble existait, évidemment son nom lui-même ne disait rien à personne, mais même les noms des gens chez qui il était censé avoir vécu n'existaient plus. Et à tel point que je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un mythomane, s'il n'avait pas tout inventé. Une œuvre d'art ? Une œuvre d'art, oui, évidemment, j'ai pensé à cela, parce que ce travail fait penser d'abord aux artistes de l'époque, que ce soit Andy Warhol, Cindy Sherman, et aussi à mon oncle qui est plasticien. Qui était et qui est décédé. Qui était votre oncle ? Christian Boltanski, qui a beaucoup utilisé des photos d'anonymes dans son travail. Donc il y a ce télescopage. Voilà. Donc moi je dis toujours, on ne choisit pas une histoire, c'est une histoire qui vous choisit. Et quand je me suis retrouvé avec cet objet, évidemment tout ça m'a tout de suite fasciné. C'est peut-être ça qui explique, Christophe Boltanski, que vous ayez consacré tant de temps finalement aux photos de cet homme qui n'était rien pour vous. Qui, a priori, n'était rien pour moi, mais qui, je ne peux pas totalement me l'expliquer, même si j'essaye un petit peu de le comprendre dans le livre, qui me paraissait extrêmement familier, comme si on avait presque un rapport, je dirais pas de famille, mais il y avait quelque chose en lui qui faisait entrer en résonance avec ma propre histoire. Et alors vous, Anne Berès, c'est quelque chose de beaucoup plus direct. D'abord, en tant qu'écrivain, vous êtes déjà intéressé à des quêtes familiales. Et puis là, en fait, c'est une forme aussi de dialogue avec votre mère et puis de découverte de votre identité familiale. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'enquête et que je me suis dit je vais en faire un livre, moi j'avais envie de connaître qui étaient ces gens et je me suis dit mais il faut que le lecteur aussi connaisse très bien qui sont Ephraïm, Emma, Jacques et Noémie, pour que, comme moi, ils aient aussi envie de savoir. Il faut que vous nous les présentiez. Alors, et donc, je suis arrivée à cette fresque familiale, romanesque, qui commence en 1919 en Russie, et qui raconte comment ma famille,
part de Russie, arrive en Lettonie, de Lettonie se retrouve à Haïfa, et de Haïfa décide de venir à la fin des années 20 en France. Ce qui est un peu étonnant, parce qu'on peut se dire qu'une fois qu'ils sont arrivés en Israël, pourquoi revenir en France? Parce que, en fait, le père de ma grand-mère avait une nostalgie de la France. Il avait une nostalgie de Paris. Et il se disait, vous savez, il y avait cette expression, on disait « heureux comme un juif en France », grâce à Dreyfus. Et donc, il était persuadé que la France allait l'accueillir et allait offrir une terre à ses enfants. Et d'ailleurs, quand ma grand-mère et sa sœur sont arrivées à Paris, elles se sont très bien intégrées à l'école, elles ont tout de suite été premières de la classe, elles avaient des amies françaises. Donc ça tranchait par rapport à ce qu'ils avaient pu vivre auparavant. Exactement, exactement. Il y a vraiment cette idée que la France va faire d'eux des Français assimilés. Et puis petit à petit, je raconte jour après jour la montée de l'antisémitisme, l'arrivée de la guerre. J'ai vraiment écrit ce livre en revenant sur des choses que peut-être nous avons l'impression d'avoir beaucoup lues ou beaucoup déjà vues. Mais j'ai écrit ce livre pour aussi nos enfants, pour les adolescents d'aujourd'hui, pour leur raconter voilà, ce qui s'est passé, pourquoi, comment, pour que les choses ne s'oublient pas au fond. Et alors, vous, Christophe Boltanski, il y a aussi un lien évident avec le judaïsme. Jacob est juif et il a un rôle dans la communauté. Oui. Alors ça, je vais le découvrir bien après. Mais cet homme qui passe son temps à imaginer d'autres vies, qui accumule ses photos de lui-même, les 15 dernières années de sa vie, il les consacre aux morts. Et il va travailler pour un service qui s'appelle la Revra Kadisha, la société du dernier devoir, qui est un peu le service funéraire de la communauté juive. Donc il y en a dans chacune des grandes villes de France. Mais dans le judaïsme, la période entre la mort et l'inhumation est une période qui doit être la plus courte possible, et c'est une période de grand danger. Considérant que l'ange de la mort rôde, et qu'il faut que le défunt est en grande souffrance, et qu'il faut donc abréger ses souffrances et l'enterrer le plus vite possible. Donc c'est un travail extrêmement prenant, extrêmement éprouvant, parce qu'il y a un rapport physique aux morts, il y a une toilette, il faut veiller sur lui, et il faut aller très vite. Donc, Jacob va se laisser totalement happer par ses morts. C'est-à-dire qu'évidemment, la mort n'arrête pas, donc il est appelé nuit et jour, le week-end compris, il va tout y sacrifier. Et ce qui est fou, c'est que j'ai lu donc vos deux ouvrages pratiquement conjointement, Anne Berest, et alors vous c'est une forme également de service rendu aux morts, de manière de prendre en charge ces prénoms qui sont bien plus que des prénoms, puisqu'en fait ils désignent des personnes de votre famille qui ont été assassinées, et aussi des révélations sur votre identité. Anne Berest, il faut que vous nous expliquiez. Oui, alors il y a deux choses. D'abord, sur cette question de l'arbre généalogique, j'ai été très frappée de me rendre compte qu'au fond, il y a des transmissions invisibles. Moi, je n'avais pas connu ces gens, mais quand j'ai enquêté sur leur vie, je me suis rendu compte qu'il y avait des correspondances très fortes avec moi. Par exemple, je me suis rendu compte que j'habitais dans la même rue qu'un des membres de ma famille. Je me suis rendu compte aussi que ma grande-tante, qui a été assassinée à 19 ans, avait rêvé de devenir écrivain. Et j'ai même retrouvé le début de son roman. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, au fond, cette jeune fille à qui on a pris la vie, on lui a aussi pris les livres qu'elle aurait dû écrire. Et puis 2 générations plus tard, moi, ma sœur, nous devenons écrivains. Est-ce que c'est un hasard? Donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question de la transmission, de la généalogie, de ce qui se transmet presque dans la mémoire des cellules. Ça c'est une chose, et je pense qu'elle est universelle. Et que quand j'ai rencontré quelqu'un, et quand je travaillais sur le livre, quelqu'un m'a dit, tu sais, le travail que tu fais, il est bon pour tes enfants, il est bon, mais il est aussi bon pour tes ancêtres. Il y a quelque chose que tu guéris dans ton arbre. Travailler sur sa famille, c'est guérir l'ensemble de l'arbre. Mais sur la question de l'identité, oui, c'est vrai, moi j'ai été élevée par des parents très laïques, 68ards, socialistes, pour qui la religion n'avait pas de place dans le foyer. Et pourtant, en grandissant, j'entendais toujours ce mot étrange qui m'était pas du tout familier, le mot juif, et je savais qu'il me désignait. Quand j'avais 6 ans, notre maison était taguée d'une croix gammée, et la semaine suivante, elle a été taguée d'une croix du Gude, au cas où on n'ait pas bien compris. Oui. Et en fait, moi j'étais petite et je comprenais qu'il y avait
quelque chose qui nous concernait et qui faisait de nous comme des cibles, mais je ne savais pas pourquoi. Donc tout le livre est au fond une quête pour se demander que signifie être juif quand on est laïque. Et quand presque... Vous avez réussi à avoir une réponse? Oui. C'est une vaste question. Oui. Je consacre de nombreuses pages à cette réponse. Mais c'est mon endroit. Je ne dis pas du tout que c'est une réponse pour tout le monde. Je témoigne de la mienne. Je témoigne du chemin que j'ai fait à travers ma vie, à travers mes lectures, à travers aussi un travail thérapeutique, de comprendre que signifie pour moi être juive. Et puis j'ai aussi cette blague où je dis au fond, peut-être qu'être juif, c'est passer sa vie à se demander qu'est-ce qu'être juif. Effectivement, c'est une longue quête, Christophe Boltanski. Vous, qu'est-ce que vous avez appris dans cette enquête? Là aussi, avec des liens évidents, avec votre oncle, vous en parliez, avec votre manière aussi de percevoir l'identité. Je retrouve tout à fait dans ce que Anne dit. C'est-à-dire que pour moi, la question de la transmission est, je pense, essentielle. C'est mon troisième livre. Troisième roman, enfin un roman vrai, je ne sais pas comment le qualifier, mais et je pense qu'il y a des points communs entre ces trois livres, et c'est vraiment cette idée de conserver, de garder quelque chose, peut-être aussi pour des raisons familiales. Il y a cette peur, cette terreur de ne laisser aucune trace, que tout disparaisse, parce qu'il y a eu un moment donné la possibilité qu'effectivement une famille entière disparaisse. Et sur vous, qu'est-ce que vous avez appris, si on peut poser cette question-là à un écrivain? Parce que c'est à la fois quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez vraiment pas, et c'est quelqu'un qui finalement a un destin qui en partie est le vôtre, vous parle suffisamment en tout cas pour que vous écriviez ce livre. Par exemple, après sans déflorer l'histoire, mais il est atteint, et ça on le comprend peut-être assez vite en voyant cet album et cette profusion d'images, quelqu'un qui amasse, qui est qui est atteint par le syndrome que l'on appelle le syndrome de Diogène, et qui en fait accumule tout, y compris sa propre effigie. Et ça, c'est quelque chose dont ma mère était également souffrait. Donc, lui-même, je pense qu'il veut amasser et accumuler des choses parce qu'à un moment donné, il a été dépossédé de tout. Et donc il essaye effectivement de... C'est la lutte des gardeurs contre les jeteurs. Absolument. C'est un combat important, on en parle pas. Et donc oui, c'est ça qui est très étrange. Quand j'ai rencontré, j'ai fini par retrouver ses enfants, et c'est son fils et sa fille, et son fils, David, m'a dit « Je ne crois pas au hasard ». Je ne suis pas totalement... Vous êtes deux à ne pas croire au hasard. Je ne suis pas sûr de croire également au hasard. Et il me dit que... Si vous ne croyez pas au hasard, vous pensez quoi? Il me dit justement que son père et que lui-même croyait à ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Donc ça rejoint ce que disait Anne, à savoir que les traumatismes se transmettent, même très anciens, et peut-être, et pas seulement les traumatismes, beaucoup de choses, se transmettent de génération en génération, la plupart du temps de façon inconsciente. Et effectivement, plus j'avançais dans ma quête, plus je découvrais cet homme que je ne connaissais pas, plus je trouvais des choses qui faisaient écho avec ma propre histoire. C'était très étrange. Comme si, dans ce visage, un peu figé au départ, ce sourire qu'on affiche dans les photomatons, il y avait beaucoup d'autres choses qui filtraient. Vous savez, Lévinas a énormément pensé, réfléchi. Le philosophe Lévinas. Sur le visage. Le visage, c'est cette interface entre soi et autrui. Et il y a beaucoup de choses qui se transmettent énormément de choses qui se transmettent par le visage. Et que le visage est un appel, presque un appel au secours. Même je crois qu'il parle de cela. Et j'ai ressenti quelque chose de cette nature en voyant cet album. Là aussi, c'est étrange parce que Anne Berest, alors il n'y a pas la lutte entre les gardeurs et les jeteurs, mais en un sens, cette carte postale, c'est le témoignage d'un monde englouti, et vous allez reconstruire avec votre mère, avec l'aide de votre mère, ce monde-là. Ça va vous permettre de retrouver toutes ces photos que vous n'avez pas, que vous n'aurez plus jamais parce qu'elles appartiennent à un monde englouti. Mais vous savez, il y a quelque chose qui m'a bouleversée, c'est que quand j'ai appelé ma mère pour lui demander s'il avait gardé la carte postale, parce que c'était 15 ans après l'avoir reçue, elle m'a dit oui, je suis allée chez elle.
Et elle l'avait gardé avec dans un tiroir à côté d'une des étoiles juives de notre famille. Oui. Donc, sur cette idée de garder. En fait, pour rejoindre ce que dit Christophe, c'est-à-dire que, en effet, pour moi, ce livre est au fond une sépulture pour les disparus, mais une sépulture vivante. J'ai gardé, puisque nous n'avons plus rien d'eux, eh bien, je garde leur mémoire. Et malgré tout, il y a cette scène un peu terrible où je vais dans le village où ils ont été arrêtés, où ils ont tous été raflés, sauf ma grand-mère, sinon je ne serais pas là. Et je raconte dans le livre les circonstances grâce auxquelles elle a échappé à cette arrestation. Et puis avec ma mère, nous sommes retournés dans ce village. Et puis chez les voisins, on a vu des objets qui étaient là, des objets de notre famille. Et donc, ces objets, ils sont importants, ils restent, ils continuent de vivre après les morts. Et ils ont une histoire. Donc, je crois que l'obsession des objets est liée à ça. L'obsession des objets et l'obsession de la quête aussi, parce que là aussi, Christophe Boltanski, lorsqu'on se lance là-dedans, alors vous parlez de romans vrais, vous êtes journaliste aussi, c'est une manière de raconter la vie des gens avec ces étrangetés, mais finalement, il y a un peu que les étrangetés qui intéressent les écrivains. Oui, c'est vrai que c'est une quête et plus qu'une enquête. La différence étant que je pense quand je endosse mon costume de journaliste, je dois apporter des réponses. Ça fait partie du contrat passé avec les lecteurs, comme on dit. Alors que l'écrivain, lui, je pense, fournit plus des questions que des réponses. En tout cas, les choses restent ouvertes beaucoup plus. Donc, il ne cherche, et en tout cas, moi, dans mon écriture, je ne cherche pas du tout à lisser les choses. Je veux garder justement ce caractère un peu fragmentaire de l'enquête. On ne récolte que des éléments, des anecdotes, des histoires, des choses. On ne sait même pas si c'est vrai ou faux. On les questionne. Là où le journaliste ou le biographe aura tendance à vouloir lisser tout cela, essayer d'en faire un récit comme ça qui se déroule de façon très logique. Moi, j'essaye d'en garder les aspérités, le côté un peu confus, un peu foutraque, d'une certaine manière, qui est évidemment le propre de la vie même. Ce qui est prégnant dans votre livre, Anne Berest, La carte postale, c'est le dialogue. C'est très dialogué, ce sont en fait des personnages, et c'est de ce dialogue que... Oui, il y a notamment le dialogue avec ma mère. Ma mère est quasiment le personnage principal du livre. Elle a l'air d'être formidable, votre mère. Oui, elle est très... Oui. Oui, les gens qui lisent le livre me disent « Ah, mais ta mère, on l'a rencontrée. » J'avais besoin de mettre en place ce dialogue. Je lui pose beaucoup de questions. Je suis l'ignorante, elle est la sachante. C'est elle qui me transmet les informations qu'elle connaît. Et puis à un moment donné, dans le livre, il y a un renversement. Et c'est moi qui vais lui raconter des choses sur ses parents qu'elle ne sait pas. Et donc, dans ce fil de la vie, il y a cette relation mère-fille qui parfois est houleuse aussi. J'ai demandé à ma mère, est-ce que tu m'autorises à ce que parfois je raconte nos disputes ou nos différends? Alors elle m'a donné l'autorisation de les révéler. Et il y a comme ça un fil, parce qu'il y a ma mère, il y a sa mère, il y a sa grand-mère. C'est une histoire de femme sur 5 générations au fond. Parce que je raconte aussi ma fille. Et pourquoi Et on peut même dire d'ailleurs, je sais pas, mais vous expliquez dans ce livre, Anne Berest, que vous découvrez votre maternité prochaine au cours de l'écriture. Je le découvre au cours de l'écriture, et puis l'allumette qui va déclencher l'histoire, c'est qu'un jour ma fille rentre de l'école en disant à ma mère « Je crois qu'on n'aime pas trop les juifs à l'école ». L'enquête continue, Christophe Boltanski, vous avez découvert qui était Jacob, et on ne va pas dire aux téléspectateurs qui il est, ce qui signifie que finalement la quête a abouti, ou il reste encore du mystère? Il reste toujours du mystère. Je crois que même les gens qui vous sont les plus proches demeurent pour vous en partie des parfois, inconnus. Surtout les gens les plus proches. Oui. Donc, bien sûr, il reste beaucoup de choses obscures. Mais ce qui
ce qui a été très très émouvant, c'est que donc je rencontre les enfants. Les enfants au début sont évidemment surpris de voir débouler quelqu'un avec un album qui a appartenu à leur père et qui leur explique qu'il leur souhaite en savoir plus. Ça peut choquer plus d'un et ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Oui, ils ont eu raison. Je l'espère. Et ils m'ont fait confiance et en même temps, ils étaient un peu inquiets sur ce que j'allais pouvoir trouver. On ne sait jamais, une double vie, tout est possible. Et ils m'avaient demandé, écoutez, on préférerait que quand même... Écoute, ils m'ont tutoyé tout de suite. On préférait que ce soit un autre nom de famille que le nôtre pour préserver notre anonymat. Et quand ils ont lu le manuscrit, ils ont demandé à ce que ce soit leur nom qui figure dans le livre. Vous pouvez donc retrouver ces enquêtes dans ces deux très bons livres. Christophe Boltanski, Les vies de Jacob aux éditions Stock et Anne Berest, La carte postale chez Grasset. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté